Je suis très heureux de répondre à cette invitation de la Poste et donc de partager avec vous sur ce sujet absolument essentiel du management intergénérationnel. Comment on fait avec des personnes qui ne nous ressemblent pas a priori en termes d'âge, mais qui sont elles-mêmes toujours situées dans un territoire, dans une classe sociale, dans un métier. Et vous verrez, j'essaierai en fait le plus possible d'essayer de ne pas trop coller d'étiquettes, mais de rendre justice à l'idée que nous sommes toutes et tous en fait des êtres pluriels et que la dimension de l'âge est une des dimensions à l'œuvre, importante, mais pas la seule. Voilà, alors le management intergénérationnel, c'est pour moi se casser les os de la tête. Se casser les os de la tête, c'est revenir sur nos certitudes. C'est faire l'effort d'essayer de faire rentrer dans son champ de regard, dans ses pratiques, bien des personnes qui, a priori, ne sont pas toujours comme nous et qui fonctionnent peut-être différemment de nous. Et donc, nous avons décidé d'organiser notre conférence en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous proposer une sorte de portrait de génération. Et donc, je reviendrai sur des catégories dont on entend parler dans la presse. Génération Z, Millennium pour les plus jeunes. Génération Y, c'est un thème qui a eu du succès, qui nous amène à certains effets de mode. Dans un deuxième temps, on aura l'intervention d'Anne-Laure, que je remercie beaucoup, et donc ce regard sur des pratiques au sein de votre institution, au sein de la Poste. Et je suis absolument sûr que vous verrez énormément de correspondances dans nos 2 propos. Et puis après, comme l'a dit indiqué Olivier, un petit temps de pause, et après je vous emmènerai aussi sur une réflexion sur le sens même du travail. Je pense que l'intergénérationnel, ça nous questionne sur le sens que nous donnons à notre engagement dans l'entreprise, et peut-être même dans la société tout entière. Pour rentrer tout de suite encore davantage dans le vif du sujet, une expérience que j'ai eue il y a quelques années comme DRH. J'étais à ce moment-là donc chez L'Oréal et j'ai vu sur un forum de recrutement quelqu'un qui était dans une classe d'âge aujourd'hui 18-30 ans, il avait 21-22 ans. Et donc on l'appellerait aujourd'hui quelqu'un, et je vais le préciser avec vous, de la génération Y. Donc il est 21-22 ans. Et puis, il rentre dans mon bureau. Et moi, je me situais à ce moment-là dans une perspective classique. J'étais convaincu qu'il avait de la chance de travailler chez nous. Et au bout de 5 minutes d'entretien, il m'a amené à me casser les os de la tête, c'est-à-dire à revenir sur mes catégories. Il me demande sérieusement, alors il faut que je vous dise, il venait pour un poste de marketing, il me demande sérieusement, « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ?» Alors cette question, je ne sais pas si vous l'avez déjà eue, mais préparez-vous. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours? C'était une profonde interrogation pour moi. Parce que moi, si je suis sincère, j'étais là tous les matins et il fallait que j'incarne l'institution. On était dans une culture où, pour réussir, il fallait peut-être être dans le viseur du chef. Ben, lui, il pensait à quoi? Il pensait au télétravail. Il pensait à l'évolution des formes de nos organisations. Il pensait à cette idée qu'on peut capter de bonnes idées ailleurs qu'en étant dans l'espace clos des bureaux. Mais en toute sincérité, pour moi, ça a été un choc. Et 5 minutes plus tard, deuxième choc. Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Alors, ce garçon me posait 2 questions qui, pour moi, sont devenues des questions absolument fondamentales. Et là, j'étais dans une situation, je vous propose d'appeler une situation multiculturelle. Nous étions 2 personnes en situation d'étrangeté. Sa conception du temps, sa conception peut-être de l'autorité, sa conception de pourquoi il était là, me semblait un peu en décalage avec la mienne. Ça, je voulais démarrer par ça, parce que ce garçon, je l'ai recruté. Et ensuite, je me suis attaché à le protéger, parce que c'était ce que j'appelle un talent. C'est quelqu'un d'excellent, il fait des choses, et il les fait bien, mais différent. Et dans l'intergénérationnel, je vous propose tout de suite cette idée. Il y a certainement la nécessité pour nous, non, 1, de nous casser les os de la tête, 2, de protéger des gens différents. Il faut les protéger parce qu'ils posent des questions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, ils les posent avec assurance et ça éclaire notre regard. L'intergénérationnel, c'est aussi la capacité que nous avons en management de protéger des talents. J'enseigne depuis longtemps dans une école de commerce où j'ai face à moi 110-120 jeunes. Et ils ont 22-23 ans. Je rentre dans l'amphithéâtre et à ce moment-là, c'est des choses que vous avez peut-être déjà connues, j'ai personne qui me regarde. Et je dis à ces jeunes,
Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre. À ce moment-là, qu'est-ce que font mes étudiants? Ils tapent sur Google, ils tapent sur un certain nombre de moteurs de recherche, ils tracent mon histoire de vie. Très bien, c'est tout à fait juste. Mais de plus en plus, ils vont chercher les images. C'est une population qui a accès à vous par les images. Alors ça, pour la société qu'est la Poste, pour toutes les grandes et belles institutions, c'est une réflexion de fond sur le recrutement à travers les images. La gestion de carrière à travers le dispositif des images et des vidéos. Tenez-vous bien, s'ils en ont la possibilité, ces jeunes-là de la génération Y, ils cliquent sur vidéo, je suis avec eux et en même temps, ils sont sur un autre contenu. Ce sont des gens qui sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Ce sont des gens qui vivent dans un rapport au temps que je vais qualifier avec vous de simultané. Ce sont des gens qui font coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. Ce sont des personnes qui veulent co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon d'une chaîne, le prof. Ils ne veulent pas qu'on leur impose quelque chose du haut vers le bas. Ce sont des gens qui, tout petits, sont habitués à co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon d'une chaîne, le prof. C'est une attente très très forte d'activité. Et ils ne veulent pas me coincer. Ça, l'anthropologue américain Edward T. Hall a qualifié ce type de fonctionnement de polychronique. Et donc ça, je vais vous proposer de l'écrire ici. Polychronique. Ce sont des gens qui sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre. Et ce sont des gens qui n'ont pas un centre, plusieurs centres. Ils vont travailler avec des maillons de la chaîne du savoir et ils vont édifier une vérité avec des personnes qu'ils rencontrent. Je pense que dans l'intergénérationnel, un des points de cristallisation le plus fort, c'est la perspective que nous avons du temps avec des jeunes et des moins jeunes. Ces jeunes-là m'interrogent, moi, sur un temps plus instantané, plus immédiat. Quand je prends des photos avec mon téléphone, il m'arrive de penser à l'impression papier que je vais faire pour les collectionner dans des albums. Eux, ils prennent une photo et au bout de 15 secondes, la photo est stockée ailleurs. Le temps est plus instantané, plus immédiat. Le polychrone, lui, qui vit dans un rapport au temps simultané, qu'est-ce qu'il fait quand il est souffrant? Eh bien, il va aller sur Internet, co-construire une vérité d'ordre supérieur, c'est-à-dire co-construire un diagnostic avec des personnes qui a priori lui ressemblent et qui souffrent ou pas de la même maladie que lui. Potentiellement, il peut s'inventer des maladies, ça j'en conviens, mais c'est quelqu'un qui va co-construire et ensuite seulement, il ira voir le médecin pour infirmer, confirmer ce qu'il suppose. Là, vous avez, en quelques minutes, deux conceptions culturelles du temps, deux rapports à l'autorité légitime, deux façons de fonctionner. Voilà le monde dans lequel il me semble que nous arrivons. C'est un monde d'archipel relationnel. C'est un monde où on passe du centre, de l'expert, de celui qui est supposé savoir, à des gens qui naviguent entre les mondes, à des gens qui naviguent entre les univers. Première clé, c'est le questionnement. Et je dis souvent, ce sont des gens qui veulent que l'on fixe un cap, pourquoi on est là, et un cadre. Explique-moi comment tu fais. Le cap, le cadre. Je crois beaucoup à ça. Dans l'intergénérationnel, évidemment, il y a la réflexion d'une société. Est-ce que la société ne nous enferme ou pas dans le filet de son regard? C'est-à-dire, passer un certain âge, qui est biologique, est-ce que le fait d'avoir des cheveux blancs et de l'expérience est positif, perçu par la société comme quelque chose de bien, ou au contraire, comme quelque chose qui enferme dans la présomption d'incompétence? C'est pour nous, en gestion des ressources humaines, une dimension majeure, et pour vous, en management, une dimension centrale. Comment on fait pour que la personne ne vive pas ce que j'appelle la paroi de verre, c'est-à-dire un sentiment précoce de fin de vie professionnelle. Sentiment précoce de fin de vie professionnelle, SPFVP. Passer un certain âge, je sais que c'est une très grande préoccupation pour la Poste, passer un certain âge, la société française est une société dans laquelle il ne fait pas bon forcément vieillir. Et les gens se demandent, est-ce que je suis encore capable de changer d'institution, de donner un sens autre à ma vie, de changer de regard? Moi, j'ai eu des cheveux blancs, j'avais 21-22 ans. Je peux vous dire que pour les filles, c'est moyen, mais pour mon job de DRH, c'était excellent.
Un DRH de 28-29 ans qui avait des cheveux blancs, il était porteur d'une présomption de compétence. C'est-à-dire que la société lui accordait beaucoup. Il fallait que je me dépêche parce qu'après c'était différent. Mais voyez ce que ça questionne, l'intergénérationnel. Le regard qu'une société porte sur nous et la capacité que l'acteur a de se dessaisir du regard du système. Vous avez la coexistence comme ça de supposées générations qui auraient des stocks communs de représentation et de valeurs. Et donc je distinguerais, moi, avec vous, les happy boomers, qui sont encore en activité, moins de 65 ans, et puis vous avez ensuite des personnes qu'on va qualifier de baby boomers, ils ont autour de 70 ans, et puis une génération que je qualifie de génération héritage. Donc ce sont des personnes qui ont plus de 85 ans. Alors là, vous avez déjà en fait une première terminologie. Toute la question, c'est est-ce qu'on est davantage influencé par son âge ou par d'autres aspects comme sa classe sociale, sa personnalité, son tempérament. Très tôt, très vite, ce que je dis, c'est que nous sommes toujours plus que ce que les autres nous disent que nous sommes. Je veux t'enfermer dans une classe d'âge, tu vas bien me montrer que tu ne corresponds absolument pas à ce que j'attends de toi. Ils font des ponts, des liens et des correspondances entre des mondes. Ils ont les amis de la rue dans laquelle vous vivez. Ils ont les amis du premier sport qu'ils font, du deuxième sport qu'ils font l'année suivante, du troisième sport qu'ils font l'année d'après. Moi, j'en faisais qu'un, ils en font 3. Ils ont les amis du premier site internet sur lequel ils vont souvent, du deuxième site internet sur lequel ils vont souvent. Ce sont des gens qui se jaugent en communauté choisie. Ce sont des personnes qui ont une intelligence de navigation. Ce sont des personnes, je vous propose cette idée, qui font des ponts, des liens, des correspondances entre des univers. Moi moins, moi pas. C'est la génération du « et ». Moi, je viens d'une génération où c'était « ou ». On était Beatles ou Stones, de gauche ou de droite. Plus tard, Indochine ou Trust, AC/DC ou autre chose. On était ça ou ça. Je vous propose cette idée. Eux, ce sont des gens qui sont ça et ça. Ils peuvent être, pour la gratuité des transports, Autolib, Vélib. Ils peuvent télécharger sur Internet en peer-to-peer. Et dans le même temps, militer contre le capitalisme avec des Nike à 300 €. C'est ça qui est passionnant dans l'intergénérationnel, c'est que ça revisite nos fondamentaux. Ce sont des gens qui nous trouvent étranges, nous, parce qu'on distingue la personne et le rôle tenu. Et on met une carapace entre la personne qu'on est, ses émotions, son ressenti, et le rôle qu'on tient. Eux, ce sont des personnes, souvent, je vais le défendre dans cet après-midi, qui enchevêtrent les sphères. Un collègue est très rapidement un ami, parce qu'on lui pose des questions qu'on pose, moi, dans ma génération, à un ami. Un ami est quelqu'un avec qui on fait du business. Moi, mes parents m'ont toujours dit, Philippe, ne confonds pas les sphères. Ne fais pas de business avec quelqu'un qui est un ami. C'est aussi ça l'archipel. C'est aussi ça la pensée polychrone. Ce qui est passionnant dans le monde que nous vivons ensemble, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, renversent la présomption de compétence. C'est à ceux qui sont supposés savoir d'expliquer qu'ils savent, le médecin par exemple. 2, enchevêtrent la sphère du social et de l'intime. Toujours dans les caractéristiques, on dit que ce sont des personnes qui surfent. Je l'entends beaucoup, ça. J'entends, ils surfent, ils zappent. Alors, ce que je retiens, moi, chez beaucoup de ces jeunes, pas tous, c'est la curiosité pour. C'est l'envie de te demander des choses pour comprendre. Et ça, je trouve ça chouette. Et puis, il y a un terme que j'aime bien utiliser, c'est la sérendipité. Qu'est-ce que c'est, la sérendipité? C'est le fait de découvrir par hasard quelque chose qui vous est utile. Vous découvrez par hasard quelque chose qui vous est utile. Plutôt que de vous recroqueviller, de mettre de côté, de dire c'est pas bien, vous regardez comment ça fonctionne. Exemple, la tarte tatin. Plutôt que de jeter la tarte tatin, on va la goûter et finalement le mode de cuisson n'est pas désagréable. Ce sont des gens qui, ça j'y crois beaucoup, qui expérimentent, parfois même jusqu'à l'addiction. On veut connaître, on veut savoir. Toujours dans les caractéristiques, la micro-conversation. C'est la génération qui aura envoyé dans l'histoire de l'humanité le plus de signes aux autres. C'est celle qui, d'une certaine manière, aura le plus écrit, mais avec des registres variés de communication. C'est elle qui aura le plus écrit. Ça donne ce vertige-là aussi. C'est elle qui, quand elle m'accueille dans l'amphi, passe du mot, Google, aux images, et de l'image à la vidéo. Et là, vous avez une réflexion de fond pour nous toutes et nous tous. Quelle est votre propre présence sur le net? Quelle est votre empreinte numérique? Et comment les gens vous reconnaissent? Toujours dans les caractéristiques, quand j'observe certains jeunes, pas tous,
Gros coup de collier et journée off. Ils sont capables de te dire, moi j'ai fini mon projet, donc donne-moi une journée. Gros coup de collier, journée off. Toujours dans les caractéristiques, l'autorité ne découle pas du statut et des cheveux blancs. L'autorité découle de ce que tu me démontres. Montre-moi que tu sais faire, je te suis. Hein, ça, vous devez le vivre aussi comme moi. De la compétence que tu démontres. Si tu démontres quelque chose qui est de l'ordre d'une compétence, à ce moment-là, j'ouvrirai la porte et je te suivrai. Alors, international, est-ce que ces jeunes Français de 18 à 30 ans sont internationaux et mobiles? C'est ce qu'on entend partout, c'est ce qu'on voit dans la presse. Eh bien moi, les enquêtes que nous menons m'amènent à être très mesuré sur cette question. Oui, il y a une partie de la classe d'âge qui part à l'international pendant ses études, qui profite de l'amélioration des conditions de transport, des trains à grande vitesse et des avions low cost, oui, mais ceux-là, ils sont minoritaires. Est-ce que les jeunes sont mobiles géographiquement? Ce n'est pas certain du tout. Et dans certains bassins d'emploi, 18, 19, 20 ans, vous déménagez un site de production de quelques kilomètres, ce n'est pas du tout certain que les gens vous suivent. Parce qu'ils ont des engagements et ils sont dans un modèle culturel qui peut ressembler beaucoup à des modèles du temps jadis. Et puis, on l'appelle aussi la génération polytribale. Polytribale. Dans l'archipel, on navigue entre ces tribus. Une dimension qui, je trouve, est passionnante, c'est la dimension du corps. On estime, nous, qu'il y a 30% des jeunes Français de 18 à 30 ans qui sont tatoués. 30%. Le corps est un lieu d'inscription identitaire, c'est ce que je veux vous proposer comme idée. C'est énorme, hein? C'est énorme pour moi parce que si je suis sincère avec vous, dans mon stock de représentation, les gens tatoués, pour moi, quand j'étais petit, c'était des marins, des camionneurs et des repris de justice. Moi, le corps, en fait, je suis d'une génération où le corps était d'ailleurs potentiellement étrange et étranger, c'est-à-dire le corps comme une menace, génération sida. Le corps comme une menace. Ça n'a malheureusement pas disparu. Mais ils y abordent une dimension supplémentaire, le corps comme un lieu d'inscription identitaire. Toujours dans les caractéristiques, c'est l'idée, en fait, de constituer autour de toi et autour de soi des communautés à liens faibles. Et là, vous avez une distinction entre je suis et j'aime. Et là, vous avez des gens qui sont de plus en plus dans « voilà ce que j'aime, viens dans ma tribu et créons un monde entre nous qui soit un monde de connivence ». Pensez au renouvellement de l'hôtellerie avec des sites comme TripAdvisor. Pensez évidemment avec les épisodes autour des taxis, avec des sociétés comme Uber. On est, et Uber Pop. On est dans cet archipel aussi du commerce. J'y reviendrai tout à l'heure avec grand plaisir. La gratuité, la colocation, le peer-to-peer, mais dans le même temps, pour moi, c'est une opposition, un paradoxe, le culte des marques. Quand on regarde autour de nous, vous avez cette congruence. On pourrait parler d'oxymore. On met ensemble des choses qui, a priori, ne sont pas à mettre ensemble. Toujours dans les caractéristiques, l'économie informelle, le don, le contre-don, le troc. 10, 20, 30% de l'économie supposée tout court devient l'occasion d'échanges sur l'alimentation, sur un certain nombre de pratiques. Et puis, les addictions, j'en dirai pas plus, mais dans quelle mesure, en fait, ces jeunes arrivent à faire coexister le présentiel et le distanciel? Parce qu'à force de prendre des personnages, est-ce que d'une certaine manière, il y a encore un centre? Ou sont-ils uniquement dans le bricolage? Je voudrais ajouter une dimension qui, pour moi, est essentielle. Vous avez 30% des 18-30 ans qui sont nés et ont grandi dans des familles autres que nucléaires. Un papa, une maman. Il n'y a aucune raison pour qu'en entreprise, ils soient évalués par une seule personne, ces gens-là. Il n'y a aucune raison qu'ils soient dans un système du haut vers le bas, ces gens-là. Puisque très tôt, très vite, il y a eu plusieurs sources d'autorité légitime. Moi, quand j'étais petit et que j'étais en primaire, dans la classe, les gens qui avaient des parents divorcés, on les regardait un peu bizarrement. Ils étaient atypiques, ils étaient bizarres. Aujourd'hui, vous avez un effet inverse. C'est-à-dire que ce sont des parents qui vivent en couple et depuis longtemps qui sont considérés comme minoritaires. Là, vous avez l'expression d'une idée forte chez moi. On passe du centre à des centres. On passe de la pyramide du haut vers le bas à l'archipel, dans lequel on navigue et dans lequel on se construit aussi. Là, vous avez quelques caractéristiques de la génération mosaïque. La première chose qui apparaît, c'est l'équilibre. C'est le souci d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Pour le dire de manière très simple, pour eux, il y a plusieurs vies à vivre et en même temps. Pour moi, il y a au centre de mon existence le boulot, si j'en ai,
et tout tourne autour. Et là, vous avez une différence très forte. Deuxième dimension, vivre pleinement sa vie. Regardez les statistiques, elles sont quand même assez éloquentes. On demande aux jeunes de 18 à 30 ans, alors toute classe sociale confondue, hein, tout secteur, hein, quel est votre principal objectif de vie? La deuxième chose qui vient très fort, c'est vivre pleinement sa vie. Est-ce que vos parents ont vécu pleinement leur vie? Alors les parents, c'est génération réseau, les quarantenaires qu'on appelle aussi la génération sacrifiée. Hein. Les gens qui ont 40, 45 ans. Je vais y venir dans quelques secondes. 6%. Donc le sentiment qu'ils ont, c'est qu'a priori, ces personnes-là n'ont pas vécu pleinement leur vie. Et on le renvoie dans toutes les enquêtes. Et puis être indépendant financièrement, ce n'est pas la première préoccupation. Fonder une famille, 11%. De l'autre côté, 25%. L'archipel, on le constate aussi dans les relations affinitaires, sentimentales et familiales. Hein. Les choix qu'on fait aussi sont polyfacettés. C'est aussi une dimension intéressante. Et puis, réussir professionnellement, a priori, ce n'est pas leur préoccupation première, autour de 9%. S'engager pour une cause. Tiens, on aurait ensemble un petit peu plus de temps, je vous demanderais, les jeunes s'engagent-ils? Et souvent, la réponse qui m'est faite, c'est non, non, non. Eh bien, moi, je crois que si. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formes de manifestations. Il y a des engagements, il y a des manifestations qui sont plus temporaires, qui ne sont pas forcément dans des institutions comme le Secours populaire ou qui sont des belles institutions, mais où on s'engage pour longtemps. Mais ce sont des gens qui donnent. Ce sont des gens qui, tout autant que moi, ont envie de donner aux autres. Mais en archipel, de façon plus éphémère, plus effervescente et de façon plus polyfacétée. Et ça, il faut le comprendre. Et moi, j'ai un homme comme moi, un peu de mal parfois à le comprendre. Et puis réussir aux yeux des autres, à peu près 2%. Alors ça, c'est une statistique que je vous donnerai avec plaisir. Moi, j'en retiens une idée. C'est que si le travail n'est plus au centre absolu des préoccupations, il va falloir qu'on ordonne notre management d'une autre façon. Et qu'on accepte l'idée de ne plus faire carrière à des gens qui sont dans le viseur du chef, mais qui sont simplement ailleurs, sur d'autres espaces d'engagement professionnel, à faire de belles choses aussi.